RPG français sorti en 93, plus vaste, plus long que son grand frère, avec des combats et un système de magie mieux pensé. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ishar 2, le jeu, ses artworks, les différentes versions et répondre à la question que personne ne se pose. En 2025, ça vaut quoi? Générique. Salut les rôlistes. Avant toute chose, encore une fois, un grand merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo sur Ishar 1. J'adore profondément cette série, et je suis bien content que mes vidéos trouvent leur public. Donc, pour que celles-ci connaissent le même succès, je vous invite à mettre un pouce bleu, poster un commentaire, vous abonner à la chaîne pour m'aider à atteindre la barre des 3000 abonnés, activer les notifications et la partager. Les RPG français sur ordinateur restent un sujet de niche, donc merci par avance de m'aider à combattre l'algorithme YouTube, sinon je serai obligé de proposer du RPG pour adultes. Mince, c'est déjà fait. C'est en 93, soit un an après le premier volet, qu'Ishar 2 pointe à le bout de son nez sur les mêmes machines que le premier, à savoir Atari ST, Atari Falcon, Amiga, Amiga 1200, PC et Mac. Pour l'histoire, Ishar est devenu un centre culturel qui rayonne sur tout l'archipel d'Arboria. Celui-ci se compose de 7 îles, l'île de Kendoria, rebaptisée Zack Island, et 6 autres dont chacune d'entre elles porte le nom d'un des compagnons de Jarel. Chandar, moine du chaos, profita de l'arrivée massive des peuples des terres du Nord pour entrer clandestinement dans Zack Island, là où de nombreux fidèles lui vouèrent un culte démoniaque, si bien qu'il construisit une puissante forteresse, un second Ishar. Comme à son habitude avec Silmaris, la boîte du jeu était magnifique. Enfin, la jaquette plus exactement. Si Frazetta s'est illustré en réalisant les jaquettes de Conan, concernant le Seigneur des Anneaux, le travail des frères Hildebrandt est intimement lié à la saga de Tolkien, car oui, Silmaris s'est payé les illustrateurs de cette célèbre saga. On y découvre Gandalf et sa petite troupe dans un village caché au milieu des bois, avec le soleil qui se fraye un chemin à travers le feuillage. Une forêt sombre en premier plan, dont un petit pont en bois débouche sur la clairière, une allégorie des ténèbres face à la lumière parfaitement illustrée dans cette représentation. Et que dire de ces arbres géants qui bordent le village et renforcent encore cette impression de David contre Goliath ou le petit Frodon face à l'avenir de la Terre du Milieu. Même si la jaquette n'est pas une commande du jeu et semble de prime abord être hors sujet, il s'agit de l'un des plus beaux travaux des frères Hildebrandt avec 50 interprétations possibles qui peut trouver un écho dans tout jeu opposant le bien contre le mal, donc dans tout RPG, donc dans Ishar 2. Et pour ceux qui ne seraient pas réceptifs à l'art Heroic Fantasy, déjà, qu'est-ce que vous foutez là? Mais surtout, non, les frères Hildebrandt n'ont pas fait que de la fantasy. Ils se sont illustrés également dans une série de pin-up plus vraie que nature, et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques travaux, tout en m'excusant par avance de vous coller sous le nez des femmes sans anneaux de vache, sans cheveux verts et sans oursins sous les bras. Désolé pour la gêne occasionnée. Ishar 2 a pour ambition de nous faire voir du pays, et sa durée de vie sera 2 fois plus longue que son grand frère, et en parallèle, vous pouvez parfaitement commencer la saga par cet épisode sans être complètement largué niveau histoire. Le début du jeu met tout de suite dans le bain, puisque l'on débarque dans une lande déserte, exception faite de 3 brigands qui agressent une femme. Malheureusement pour elle, nous sommes seuls et donc trop faibles pour aller sauver la veuve et l'orphelin. Donc désolé chérie, je vais chercher des potes et je reviens. Très rapidement, nous aurons un bateau nous permettant de voir du pays, ou plus exactement des îles, car en plus de celle où commence le jeu, l'île d'Irvan, ou Irvan, avec un environnement marécageux et des moustiques géants, on fera également la connaissance de l'île de Zack, une mégalopole commerciale avec son lot de rues sombres et de voleurs, l'île de John, proposant un climat neigeux, où il faudra sortir la doudoune et s'attacher de peur qu'un de nos compagnons ne glisse et ne termine son aventure à Padresse. Nous avons enfin l'île d'Akir, qui est un donjon géant, renfermant moult passages secrets et une prison, l'île végétale de Torm, et enfin la dernière île, celle d'Olbar, avec son lot de boss, tous plus vicieux les uns des autres,
et qui servira de test grandeur nature sur l'efficacité de vos choix d'équipe et de stratégie. Ce qui interpelle en premier lieu sont les modifications de gameplay, puisque désormais toutes les armes sont réunies au même endroit et les sorts sont représentés par des symboles. De même, il n'est plus question de mettre des sorts en runes et fini les stages payants et reposant sur le hasard. Désormais, on a une montée de niveau et à mesure de l'aventure, nos clercs et magiciens gagneront des sorts. Enfin! De même, nos persos ne sont plus des oies que l'on doit gaver en permanence. Désormais, c'est lorsque l'énergie physique est à zéro qu'ils arrêteront de se battre. Enfin! Les répercussions d'une équipe ou des persos qui ne s'apprécient pas est moins punitif pour le joueur. Je n'ai pas noté de persos qui se barraient au milieu de la nuit ou qui refusaient de combattre. Par contre, c'est toujours aussi chiant de se constituer une équipe qui sort des sentiers battus, comme vous le verrez dans mon long play. Pierre apprécie Jean, mais pas Patrick, qui lui ne peut pas sentir François, mais pote avec Didier. Bref, le jeu propose des orques, et comme je suis un connard de gros bill, je veux jouer avec des orques. Mais ça demandait beaucoup de tâtonnement. Aussi curieux que cela puisse paraître, Richard II est bien plus le fils spirituel d'Arborea qu'Ichard Ier du nom. Ainsi, le plan interactif fait son retour, même s'il ne faut absolument pas le comparer avec celui d'un autre petit RPG sorti la même année, Land of Lore, mais faut pas le comparer. Non. Ah, mince, je vous avais prévenu. Autre bonne idée d'Arborea reprise ici, le cycle jour-nuit qui donne des effets impressionnants. Et puisque des magasins seront présents dans le jeu, eh bien ils seront désormais fermés la nuit. En revanche, le monde de la nuit, lui, sera bien ouvert, justifiant parfaitement cette idée. Enfin, un sort de téléportation fait son retour, même si, ne rêvez pas, il ne fonctionnera qu'au sein d'une même île et sera débloquable sur la fin, ou plutôt si vous fermez comme un gros bâtard. Le jeu est exigeant. À titre d'exemple, je pensais avoir bien joué, mais j'avais un peu complètement zappé les magiciens, les sorts, j'avais pris 3 gros billes et roule ma poule. Eh bien, j'ai été dans l'incapacité de battre le boss final et j'ai dû me retaper le jeu en entier de A à Z avec des meilleurs choix. Comptez qu'en plus, avant d'enregistrer un long play, j'ai fini déjà le jeu une fois, en tout j'ai donc enchaîné le jeu 3 fois pour avoir le droit à la séquence finale. Assez décevante, je dois dire, et qui m'a fait découvrir une différence entre les versions ST, Amiga et PC. Alors que sur les premières, une musique spéciale vient clôturer l'aventure, sur PC, c'est la musique du premier niveau. Snuff. Mais de toute façon, les musiques de la version PC ont été complètement saccagées, puisque c'est juste de l'adlib, si bien que j'ai préféré jouer avec les bruitages, et je dois dire que pour l'immersion, au final, j'ai trouvé ça meilleur. Concernant l'aspect graphique, il est parfaitement maîtrisé comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo. Les environnements suivent la même voie avec une ville encore plus réaliste, moyenâgeuse que dans l'opus précédent, avec ses maisons faites de pierre et de bois qui ont un style qui colle parfaitement à l'univers du jeu. Non, franchement, Silmaris s'est surpassé d'un jeu sur l'autre. Un mot sur les différentes versions. Sur ST déjà, le jeu n'est plus en 32 couleurs constantes. Même chose pour les versions PC, Amiga 1200 et Atari Falcon qui ne sont plus en 128 couleurs constantes, mais le résultat est encore plus beau que sur le premier. C'est plus une question d'optimisation. La preuve, comme les journalistes de l'époque, vous deviez sûrement penser que le jeu était en 256 couleurs, tellement le rendu est exceptionnel. Ces versions se distinguent notamment par des effets de coucher de soleil purement magnifiques. En revanche, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la version Atari ST puisque le premier niveau est complètement raté, avec un résultat terne et pas du tout optimisé, alors que dès le second niveau, c'est un sans faute. Une erreur impardonnable qui aura scellé le destin de cette version, puisqu'on le voit encore aujourd'hui sur YouTube, personne n'a dépassé le premier niveau. Ça donne pas envie. Et tel un justicier du mont Fuji, je vous propose donc une série d'images pour comparer cette version. C'est moins flagrant que pour le premier volet, et clairement, sur ST, de nuit, on n'y voit rien. Mais j'ai beaucoup aimé les donjons. Comme pour le premier volet, on peut jouer avec ou sans musique, et c'est l'ambiance qui en est impactée. De même, on peut faire le choix de choisir une équipe de héros, de salauds. Ainsi, jouer avec la sublime bande-son de Fabrice Autoclock, avec une équipe de Gary Moreau, foncièrement bon,
ou avec les bruitages lugubres et avec une team à l'alignement chaotique, offre réellement deux expériences de jeu diamétralement opposées. Allez, la preuve par l'image. Quelques conseils car le jeu n'est pas facile malgré tout. Prenez un clerc et un magicien, l'un proposant le sort de soin net d'entrée et l'autre abri psychique net d'entrée. Dans la description, vous trouverez un lien vers un formidable site qui propose des plans très détaillés du jeu. Enfin, pour éviter de sacrifier deux personnages de votre équipe pour intégrer les PNJ obligatoires de l'histoire, je vous invite à regarder mon long play, où j'ai profité d'un bug de jeu pour ne sacrifier qu'un seul perso de mon équipe, ce qui m'a permis de finir le jeu. Concernant l'excellent site Doll Games proposant tous les plans du jeu et la commercialisation du titre sur GOG, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Au niveau presse spécialisée, il est marrant de noter que j'ai trouvé beaucoup plus d'articles sur le développement du jeu que de tests à proprement parler. Une véritable manne que je partage avec vous, puisqu'il nous reste des dizaines d'artworks que je vous proposerai également à la fin de cette vidéo. Chez Génération 4, le titre a récolté un 82% avec pour synthèse: voici encore une réussite à l'actif de Silmaris, l'aventure se déroule dans un contexte superbe et grâce à une interface très pratique, vous ne perdrez pas votre temps en fioritures. Vous pourrez très facilement combattre, accéder à l'inventaire, à la magie, etc. Chez Joystick, le titre s'en sort mieux avec 88%. Le consensus du test, quant à lui, parle d'un superbe jeu doté d'une réelle ambiance et qui permettra aux joueurs de jeux de rôle, expérimentés ou non, de s'amuser pendant des dizaines d'heures. On le voit, Ishar 2 comporte tout ce qu'un joueur passionné de jeux de rôle peut rêver, et même plus. Enfin chez Tilt, le jeu se prenait à 80%, avec, pour autant, en conclusion, une excellente ergonomie, avec des combats et de la magie faciles à mettre en œuvre, une grande diversité de personnages, d'actions, bref, c'est la liberté. Malgré les notes très moyennes, le jeu ne s'est pas fait démonter par la presse. J'expliquerai les notes par le fait que la presse spécialisée française était sans arrêt en train de revoir leur barème de notation pour être toujours plus objectif. Le barème de 90 n'était pas celui de 92, qui n'était pas celui de 94. Bref, tout cela donnait, un jeu qui se prenait dans un même temps 80%, ainsi que des avis globalement positifs, ou comment se noyer dans un verre d'eau. Ishar 2 n'est pas un jeu, mais une véritable déclaration d'amour. Tout a été amélioré, corrigé par rapport au retour de la presse spécialisée des joueurs, jusqu'à aller piocher les bonnes idées d'Arborea qui avaient été zappées. Ishar 2 donne complètement l'impression d'avoir été entendu à 100% par Silmaris pour nous offrir un plaisir de jeu sans fausse note. Des environnements magnifiques, des combats qui s'enchaînent facilement, une gestion de l'équipe agréable, et c'est bien ce mot qui résume le mieux cette nouvelle expérience, agréable. De base, le challenge est corsé, et on est devant un RPG à l'ancienne où la difficulté est bien présente. Aussi, que tout ait été fait pour nous rendre la moindre interaction agréable permet de se concentrer uniquement sur l'aventure sans pester sur des lourdeurs de gameplay. Cela fait à mon sens d'Ishar 2 juste l'un des meilleurs RPG français, toutes périodes confondues. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, cette fois-ci, pour la vidéo consacrée à Ishar 3. Salut!